par rapport à notre stratégie tout durable que nous avons aujourd'hui au niveau Michelin, qui vise vraiment à trouver un équilibre financier avec les personnes, la planète. Et si on veut vraiment avoir un impact sur un grand nombre de flottes, ça passe par le renouvellement des équipements. On va attaquer tout de suite par les présentations. Nous sommes très très heureux d'accueillir sur le plateau Sophie Bréchoir et puis Éric Le Breton de Michelin. Vous avez présenté un nouveau pneu. Nous sortons, je dirais, régulièrement en fait des nouveaux pneus. Oui. Mais là, il s'agit un peu plus que d'un pneu. Il s'agit vraiment d'une nouvelle génération de pneus. Voilà. Et c'est en ça que le pneu dont on parle, le Michelin Airix Skylight, est un peu une étape et quelque chose de nouveau. En fait. Voilà. D'accord. La gauche de l'homme au téléphone. De l'homme au téléphone. Donc Bruno Guimbal, fabricant d'hélicoptères. Encore. Et c'est pas en train de s'arranger. Et puis David Garcia d'Ozac, référent sécurité. Référent navigabilité. Navigabilité. Bah, alors, il faudrait que tu me dises la petite nuance. Voilà. Ça marche. Mais on va revenir donc avec. En fait, c'est une double actualité chez Michelin, parce que donc il y a une nouvelle génération de pneus, et puis il y a surtout une nouvelle patronne chez Michelin Aviation. Oui. Félicitations, puisque donc. Votre prédécesseur Mauro Sponza vous a quasiment passé le témoin pendant la conférence de presse ce matin. Donc vous serez investi dans ces nouvelles fonctions d'ici quelques jours. Ça y est, vous y êtes là ? Oui, c'est une très belle occasion, ce salon, pour prendre le relais de Mauro, d'être avec les équipes, aussi pour partager ce grand moment pour nous. Qui est le lancement de cette nouvelle génération de pneus pour avion. Et donc oui, c'est une belle occasion pour rencontrer l'ensemble de nos partenaires et démarrer sur ce nouveau business. D'autant que ce nouveau pneu a un avion de lancement assez prestigieux. Oui, alors nous avons développé le premier pneu pour équiper le Falcon 10X. Donc c'est notre premier pneu qui va être homologué sur ce modèle-là. Par contre, l'enjeu est évidemment d'accompagner l'ensemble de l'aviation parce que par rapport à ce produit-là, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment un pneu plus léger. L'enjeu, c'est l'enjeu de décarbonisation de l'aviation. On est aujourd'hui engagé, on dépense beaucoup d'efforts de recherche et développement pour amener des innovations qui permettent à l'ensemble de nos partenaires de contribuer à la décarbonation de l'aviation. Parce que bon, ce qui rejette le plus de CO2 et d'émissions en tout genre, c'est quand même les moteurs. Les pneus, quelle est la part des pneus dans la décarbonation ? Qu'est-ce que vous pouvez apporter comme gain ? Alors la part des pneus, c'est vrai que nous, on estime qu'on a un rôle important. On le dit avec humilité, mais avec conviction. C'est vrai que les pneus sur un avion long courrier, c'est moins de 1% de la masse totale de l'avion. Donc on pourrait dire que c'est négligeable. Et en même temps, on voit qu'on peut contribuer avec des innovations comme le Michelin Airix Skylight. Voilà, Airix Skylight est le pneu que nous avons présenté ce matin. Et donc à travers ça, on a donc humilité, mais aussi conviction de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice. Évidemment, tout ne repose pas sur les pneus, mais en tout cas de pouvoir contribuer à la décarbonation du secteur aérien à travers un pneu qui est 10 à 20% plus léger en fait que la génération précédente et qui dans le même temps amène 10 à 20% de performance en plus, notamment au niveau de l'usure, ce qu'on appelle les LPT, les Landing Portraits. Et donc, quelle est la nouvelle technologie pour arriver à ce gain de masse ? Et puis, parce qu'il faut quand même qu'il reste solide quand même. Alors effectivement, donc moi je l'ai dit un peu plus léger, un peu plus performant, et parce que nous sommes Michelin, effectivement, aucun compromis sur la sécurité. Et pour arriver à relever ce défi, donc nos équipes techniques ont travaillé sur deux axes technologiques. Le premier, c'est la conception en fait, avec l'utilisation de renforts de matériaux plus résistants en fait. Alors, notamment au niveau du flanc et du sommet, avec des tissus hybrides de nouvelles. Alors, le flanc, quand vous avez un pneu, vous avez la partie basse qu'on appelle quelquefois le talon. On aurait dû l'amener, mais en plus il est léger, donc on aurait pu le prendre facilement. Oui, mais vous n'auriez pas passé inaperçu en roulant le pneu dans tout le salon. Là. On parle de quoi ? Pardon, on parle de train principal ou de train avant, par exemple, ou c'est Alors ici, on parle du train principal en fait. D'accord. Voilà. Alors il y a une question là du chat. Est-ce que vous pensez qu'il est possible de créer des pneus qui ne laissent pas de caoutchouc sur la piste d'atterrissage ? Et pourquoi ça laisse des traces comme ça ? Alors, un pneu, la partie haute du pneu, c'est ce qu'on appelle la bande de roulement. C'est la partie qui s'use en fait, effectivement, au contact de la piste.
comme s'usent vos pneus de voiture en fait quand vous roulez sur la route. Voilà. Donc au moment de l'atterrissage, effectivement, on peut le voir à certains moments, il y a un peu de gomme qui reste sur la piste. Voilà. Et régulièrement, d'ailleurs, il faut nettoyer les pistes et enlever quelques centaines de kilos de résidus qui sont bien imprégnés. Alors il existe effectivement des protocoles de nettoyage de piste, ce qu'on appelle le dégommage en fait. C'est vrai pour tous les aéroports. En fait. Ça fait partie des règles de sécurité. Et on vous disiez que le pneu s'usait moins vite, donc ça veut dire qu'il laisse moins de gomme. Alors ça veut dire que par rapport à sa masse, effectivement, on a une performance usure qui est améliorée de 10 à 20%. Ce qui, au-delà de la question de l'usure, permet aussi de diminuer les opérations de maintenance en fait, autour des avions quand il s'agit de démonter les pneus qui arrivent en fin de vie. Donc Bruno, toi ça t'intéresse pas Alors trop moi, parce oui, que au niveau des pneus, je me sens un tu petit n'as pas peu beaucoup de pneus. Je me sens un petit peu le vilain petit canard là, oui. Toi tu as fait le choix On du use patin. on use des pneus, mais en plus on a du mérite parce qu'on les use à la main en poussant les hélicoptères en dehors du hangar. Et D'accord. on sait ce que ça coûte à user un pneu. Il faut pousser beaucoup. Et pour le futur 8 places, Oui. un train en roulette, Ben, non il y aura plus de pneus. Oui. Et puis surtout, il y aura un petit tracteur. Les renforts, parce que donc c'est quoi? C'est un nouveau matériau? Alors on parle, comme vous dites, on parlait du pneu tout à l'heure, donc il y a une partie basse qui sert à accrocher le pneu sur la roue, il y a la partie du flanc Ouais. et puis la partie du sommet. Donc dans la partie du flanc et du sommet, on utilise des matériaux hybrides de nouvelle génération en fait, qui sont plus résistants. Parce qu'ils sont plus résistants, ça nous permet d'en mettre moins et donc de diminuer le poids en fait. D'accord. Et donc c'est pour arriver à mettre au point un pneu, c'est combien d'années de recherche? Puisque vous dites la précédente génération, c'était il y a 20 ans. Mais on rappelle que la précédente, c'était pour rééquiper les Concorde, c'est ça? Pour les remettre en service, Alors c'est ça? effectivement, si on voit, c'est pour ça qu'on parle vraiment de nouvelle génération, parce qu'on est sur une innovation de rupture qui arrive pour nous à peu près tous les 20 ans, effectivement. Ça a commencé en 1980 avec l'introduction du pneu radial au domaine de l'avion, effectivement, qui aujourd'hui est pratiquement un standard. Et puis c'est à ça que vous faisiez référence, au début des années 2000, le pneu qu'on a appelé NZG, Voilà. effectivement, qui était la génération précédente. Voilà. Et les ordres de grandeur des gains qu'on peut faire à la fois en poids et en usure, en LPT, sont à peu près les mêmes que ceux qu'on a fait à l'introduction du radial, par exemple. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur quelque chose de significatif, en fait. Donc si on fait le parallèle avec les constructeurs aéronautiques, là on est dans le Néo, donc. On pourrait dire ça, nous on a préféré l'appeler Skylight, parce qu'on trouvait que c'était plus imagé par rapport à la question du poids. C'est Concorde qui avait le néo. Ah oui, Ah oui. bon. Oh là là. Beaucoup d'incidences. Donc, Sophie, c'est ce nouveau pneu qui est mis au point avec Dassault, du moins pour Dassault, pour le Falcon 10. Pour le Falcon Est-ce que vous allez 10. le décliner dans la gamme? C'était l'intention, mais jusqu'où? Et dans quel Alors- est-ce que c'est un pneu qui peut aller dans toutes les dimensions? Donc aujourd'hui, c'est vraiment, on sait que l'enjeu, comme l'a dit Eric, l'enjeu du poids, de la réduction du poids est l'enjeu majeur pour accompagner l'ensemble de nos partenaires dans le progrès en termes d'aviation et en termes d'impact sur les émissions de CO2. Donc il est bien évident que nous souhaitons et nous travaillons avec l'ensemble de nos partenaires pour pouvoir décliner cette technologie, cette innovation à tout le domaine de l'aviation commerciale, pourquoi pas générale ensuite, mais il est évident que nous allons mettre à profit et utiliser cette technologie sur l'ensemble de la gamme. Donc vous pouvez diminuer la taille, l'augmenter sans problème? Oui, en fait, on a un certain nombre de technologies qu'on peut utiliser sur différentes dimensions, en fait. D'accord. Et donc, au niveau des gains de masse, ce matin, vous expliquiez que c'est quand même important et l'économie de carbone est très très importante. Sur une flotte moyen courrier, c'est... Alors, on avait les chiffres ce matin, Ouais, c'était quoi? C'était pour une flotte moyen courrier d'une centaine C'est ça, d'avions. Le gain par an, alors avec des activités moyennes, c'est 2200 tonnes équivalent CO2, si j'ai bonne mémoire, ce qui représente à peu près le trajet de 2200 personnes sur un Paris-New York, par exemple. Donc on voit que c'est significatif. Puis derrière, il y a l'effet d'échelle, c'est-à-dire que là, on parle d'une flotte moyenne de 200 avions, mais nous, l'idée, c'est d'équiper effectivement un grand nombre d'avions commerciaux. Donc il y a un effet multiplicatif derrière. Combien ça pèse un pneu concrètement? Un pneu de Falcon 10, votre cahier des charges, vous aviez un cahier des charges précis de la part de Dassault qui vous disait, il faut Oui, que ça l'idée fasse, c'était de telle faire masse. un pneu le plus léger possible. Donc aujourd'hui c'est à peu près 35 kg, tel que celui que nous avons présenté ce matin.
Et l'ordre de grandeur, il aurait fait au moins 40 kg si on était sur des technologies classiques. Voilà. Donc c'est l'ordre de grandeur, on retombe à peu près sur un peu plus de 10%. Donc ça dans ce fait cas 120 pour l'ensemble du train principal, plus Ouais. les roues avant, donc on est à Voilà. 150, 160 kg de pneus, Oui. uniquement pour un avion d'affaires. Oui. Pour un avion d'affaires, Ouais. voilà. Et on imagine, bien sûr que pour un avion commercial, on est sur des gains supérieurs. Si on prend en compte à la fois les pneumatiques qui sont montées sur les trains et éventuellement les ensembles montés qui sont montés en plus. La fin du 747 et la fin du 380, c'est un coup dur pour vous là. Il y a beaucoup de pneus qui disparaissent. Alors moi je dirais pas ça, je dirais que, et surtout si on parle planète, en fait, le renouvellement des flottes, c'est sans doute ce qui va permettre d'atteindre les objectifs de décarbonation dans le monde de l'aéronautique. Donc voilà, ce renouvellement de flotte, c'est aussi l'occasion d'amener de nouvelles technologies. Alors nous on parle des pneus, mais bien sûr les avionneurs ont plein d'autres choses dans les tuyaux. Et donc moi je le verrais plutôt positivement en fait. C'est Voilà. réellement une opportunité par rapport à notre stratégie tout durable que nous avons aujourd'hui au niveau Michelin, stratégie tout durable qui vise vraiment à trouver un équilibre financier, mais avec les personnes, la planète. Et si on veut vraiment avoir un impact sur un grand nombre de flottes, ça passe par le renouvellement aussi des équipements. Donc c'est une opportunité réellement. Le Falcon 10X, c'est l'avion de lancement. Donc ça veut dire que le pneu n'est pas encore au point ou qu'il est déjà au point? Alors le pneu est au point en fait. Donc hein, il va donc, pouvoir faire le premier vol avec ce nouveau pneu. absolument. Ouais. Et si vous avez un autre client qui arrive entre-temps, qui veut équiper son avion, vous pouvez lancer une fabrication. Alors, aujourd'hui, on travaille avec donc d'autres avionneurs, effectivement, dans le cadre de leur programme d'avion. Et on les accompagne dans le développement, mais comme on le fait d'habitude en fait. Hein. Donc voilà, donc rien ne change finalement dans notre approche du marché. Mais Simplement là, on a un produit différent. Ce pneu pourrait faire son premier vol sur un autre avion que le Falcon 10X. C'est peu probable parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est quand même que généralement c'est un avion, un pneu en fait. Et les deux sont intimement liés parce qu'il y a des contraintes de charge, de vitesse. Et donc c'est peu probable que, en fait, mais pour des questions de certification, en fait, de règlement, il est peu probable que ce pneu puisse voler avant sur un autre avion en fait. D'accord. Pas une question technique, là c'est plutôt une question de certification. Enfin, on parle aussi sous le contrôle de David là, Voilà. sur ces questions-là qui pourraient nous. David, quand un nouveau produit comme ça arrive dans la nomenclature, je dirais, d'un avion, comment vous réagissez? Tout dépend au niveau de la certification déjà, si va être sous ETSO ou différents éléments comme ça. Alors là, faut expliquer. ETSO pour European Technical Standard Order, excusez-moi. Et c'est à ce niveau-là déjà où il va falloir d'abord passer les étapes de Donc, certification c'est une technique certification de la pièce, de la pièce, de la c'est pièce. ça. Ouais, pour qu'elle puisse d'ailleurs ensuite être montée sur des aéronefs certifiés D'accord. de type. Donc ça c'est le boulot de l'équipementier, ça. Oui, et du coup c'est Moaosa qui gère la partie certification, c'est l'Agence européenne pour la sécurité aérienne qui va Donc attribuer tu travailles les... directement avec le fabricant, l'avionneur. Alors nous ça va peut-être sur la partie production de la pièce, où théoriquement Michelin détient un organisme de production agréé par 21G et qui est surveillé par les équipes d'OSAC. Qui travaille avec, Donc on travaille effectivement en étroite collaboration avec les autorités pour obtenir les certifications et avec l'avionneur qui au final va certifier l'avion plus tous ses composants en fait. Donc c'est un travail que vous faites en parallèle. C'est ça, exactement. Ouais. Parallèle et en transparence. Oui. Et donc ça, tout au long de l'année, il arrive en permanence des nouveaux produits. Parce que, Alors- on parle d'un nouvel avion, on parle d'un nouvel hélicoptère, mais il y a plein de composants qui évoluent en permanence. Oui, OSAC est en quelque sorte un acteur du projet puisqu'il va participer en fait au fur et à mesure aux différentes étapes après la certification et de production. Et OSAC est vraiment un acteur majeur dans la nouveauté des produits. Alors bon, tu es le troisième d'OSAC à passer sur le plateau, mais tu vas quand même nous redire ce qu'est l'OSAC. Comme ça, on pourra comparer Très bien. aussi si vous dites tous la même chose. Alors l'OSAC, c'est une entité privée qui est une filiale du groupe APAV et qui, par un arrêté ministériel, est habilitée par la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, pour assurer le contrôle de la sécurité aérienne sur la partie navigabilité, donc plus sur la partie aéronef d'une manière générale, et de s'assurer que les aéronefs volent en toute sécurité. Alors, un coup d'œil au chat, on parle donc, c'est des pilotes privés d'Aéroclub, je pense, qui demandent quand est-ce que ce pneu sera sur des Cessna 172, 152, hein. Autrement dit, est-ce que cette nouvelle génération
peut être envisagé sur vraiment des produits beaucoup plus modestes, Oui. mais qui restent quand même toujours essentiels en termes de sécurité. Non, absolument, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. L'ensemble des technologies que nous avons mises dans ce premier pneu peut être utilisé sur différentes dimensions. Alors, j'ai pas le calendrier précis du déploiement, effectivement, sur l'ensemble des avions, et en particulier pas sur celui du Cessna, mais il n'y a pas de raison, en tout cas technique, de pouvoir déployer un jour, en fonction des besoins du marché et des avionneurs, encore une fois, de pouvoir déployer cette technologie sur des pneus, y compris sur des plus petits avions, en fait. Voilà. Et, pardon. Il y a encore une question, là, le petit Luc qui... Je suppose que l'adhérence, si ça bouge, l'adhérence est un facteur important des pneus. Les pneus sont-ils étudiés pour favoriser l'adhérence sur des pistes mouillées, pluie, tout ça? La réponse est oui, en fait. Oui. Donc, effectivement, ces questions d'adhérence, qui sont des questions effectivement sécuritaires, sont prises en compte à la fois dans la conception des pneus et puis dans les exigences des avionneurs qui, encore une fois, valident nos pneus sur leurs avions, en fait. Oui. Donc, la réponse est oui pour petit Luc. Et c'est ce qui est important, je pense. C'est comme l'a dit Eric tout à l'heure, on a tout un processus et une collaboration avec les partenaires qui font que, au-delà de tous les tests qu'on peut faire nous-mêmes chez Michelin pour valider la performance de nos pneumatiques, nous avons toujours en fin de processus une partie test homologation avec les acteurs du domaine. Voilà, à la fois réglementaire, comme on l'a dit, et puis aussi les avionneurs. Voilà. Est-ce que vous avez des passerelles? Est-ce qu'il existe des passerelles entre le monde automobile et le monde de l'aviation? Est-ce que les recherches que vous faites en matière aéronautique, on peut les transposer dans la voiture? Alors, et puis, pardon de vous oui, couper, corollaire aussi, est-ce que votre bureau d'études est organisé en différentes divisions suivant les applications, ou c'est quelque chose de central? Je te laisse, tu veux répondre? Je peux commencer, Vas-y. tu Ouais, complètes puis je pas compléterai, ouais. Alors on a la chance... J'ai dit tout à l'heure que vous alliez prendre la direction de la division avion. Vous venez d'où Alors vous êtes... Clermont-Ferrand. Oui. Vous étiez déjà chez Michelin, mais Oui. vous vous occupiez de Alors quoi avant, je m'occupais de quoi Donc oui, ça fait quelques années que je suis chez Michelin, 26 ans. Chez Et, Michelin, de toute façon, je crois qu'on y fait carrière. Pour ceux qui le souhaitent, Ouais. en effet, c'est une entreprise qui offre beaucoup d'opportunités. Et j'ai eu la chance, en effet, tout au long de mon parcours, d'avoir un parcours à la fois industriel, mais aussi technique, de recherche et développement. J'ai eu l'occasion de travailler dans le passé avec Eric sur d'autres domaines, qui étaient notamment le poids lourd. Donc nous avons aujourd'hui plusieurs divisions business au sein de Michelin. L'aviation en est une, mais nous avons aussi les passagers cars, nous avons le poids lourd, le mining, etc. Et nous avons aujourd'hui la chance d'avoir une recherche et développement qui est globalisée, spécialisée, mais nous partageons régulièrement les avancées technologiques, les nouveaux matériaux, les innovations d'un domaine à un autre pour pouvoir en bénéficier. Et c'est Eric, mais je vais te laisser le faire, qui fait une comparaison et une image assez significative entre le mining et le domaine de la compétition et de la course, parce que l'avion, l'avion et l'aviation, de par ses exigences, nous amène à croiser et à profiter de l'ensemble de l'expérience de d'autres lignes business, et c'est une des chances majeures que nous avons au sein du groupe. Qu'est-ce que le mining? Alors en fait, le pneu d'avion est soumis à des contraintes incroyables qu'on ne soupçonne pas effectivement quand on n'est pas dans le milieu aéronautique. Un décollage, un atterrissage, c'est à la vitesse d'une Formule 1 en fait. Un avion, ça porte une charge qui peut être jusqu'à 30 tonnes par pneu en fait. Donc c'est pour ça que c'est les charges que portent des engins de génie civil. Donc vous voyez que c'est une combinaison de sollicitations extrêmes. Et effectivement, pour rebondir sur ce qu'a dit Sophie, ça nous amène parfois à aller chercher des technologies dans les différents domaines. Donc nous avons des équipes techniques qui sont spécialisées pour le poids lourd, pour l'avion, parce que c'est important de parler à nos partenaires avec leur langage finalement, et pour répondre à leurs attentes. Et puis en amont, effectivement, il y a un certain nombre de technos qu'on peut partager entre différentes applications. Question subsidiaire aussi, est-ce que vous avez des avions d'essai pour tester vos pneus? Parce que moi j'ai le souvenir étant gamin de voir le 1000 pattes, la DS trafiquée qui testait les gros pneus de camion. Alors, ça dit quelque chose? dans notre centre de recherche qui est à Ladoux, à côté de Clermont-Ferrand, on a effectivement beaucoup de moyens d'essai, beaucoup de pistes, mais nous n'avons pas d'avion d'essai sur lequel on teste nos pneus. Ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme on développe un pneu pour un avion précis, en fait, les tests sont faits avec l'avionneur en fait, dans le cadre des programmes d'essai de l'avion. Et on ne peut pas tester en fait, un pneu, en tout cas sur un avion, séparément de l'avion pour lequel il est destiné. En fait. Donc nous n'avons pas d'avion de test à Clermont-Ferrand. Mais on peut peut-être. On a d'autres. On n'a plus le 1000 pattes. Enfin, on n'a plus le 1000 pattes. Si, nous l'avons, mais il est au musée. Il est au Il est au musée. musée, Ah oui, et c'est bien une sûr, chance de absolument. l'avoir. Par contre, nous avons aussi, en dehors des pistes, des machines de torture, je vais dire, Oui. pour faire une première validation, bien sûr, de l'ensemble des performances du pneumatique, déjà en interne, avant d'aller le présenter à un avionneur, par exemple, pour validation
plus globale de la performance. Donc oui, nous avons des machines de torture, c'est plus 1000 pattes, mais nous avons d'autres espèces. Bon, on va parler un peu hélicoptère aussi. Alors là on a deux spécialistes. Juste au moment où on entend la démonstration du H160, que je vais rater. Tu vas rater? Mais normalement, on Avec l'entend. mon ami Olivier Jans, le pilote d'essai. Normalement, on l'entend pas le 160. Mais on l'entend un peu quand même. Il y a celui qui sait entendre. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on choisit de mettre des patins ou des roues sur un hélicoptère? Est-ce qu'il y a un seuil à partir duquel la transition, elle est remarquable. Quand même. Là, il a travaillé depuis le début de la semaine. Même si on parle parfois de rouler un patin, mais c'est autre chose. C'est ça. Alors oui, c'est bien ça. Ouais, elle est pas mal celle-là. Il est en forme, il est en forme. Et alors là, c'est une bonne question. Je dirais que tous les gens qui rêvent en petits hélicos mettent des roues, tous les gens qui sont réalistes mettent des patins, finissent par mettre des patins. Il y a les gros hélicos ont des roues pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'ils ont de la peine à faire du stationnaire sans faire beaucoup de turbulences autour d'eux. Donc quand un Super Puma doit taxier sur un parking en stationnaire, ça commence à être vraiment assez dangereux par les turbulences qu'il fait. Deuxièmement, les gros hélicos sont moins amenés à se poser dans des conditions de mauvais terrain, de changement. Mais il y a quand même des gros hélicos qui se posent sur mauvais terrain, mais c'est moins caractéristique d'un usage d'un gros que d'un petit. Et puis il y a des contraintes aussi importantes de freinage. On doit démontrer l'autorotation, et sur un gros hélicoptère qui a en général le multimoteur des grosses difficultés d'autorotation, il n'est pas optimisé pour l'autorotation. Le train est assez sollicité, ils finissent l'autorotation en roulant. Quand même, le plus gros défaut du train à roues, qui a que des avantages dans l'esprit des gens, c'est que c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus lourd et c'est beaucoup moins stable. Donc ça fait beaucoup quand même. L'avantage, c'est qu'on peut le faire rentrant, c'est plus joli, c'est un peu plus fin, mais enfin dans la traînée d'un hélicoptère, la traînée des roues, c'est pas grand chose. C'est quand même pas. Je rappelle qu'un petit hélicoptère Jean Écureuil traîne autant qu'un avion comme un ETR-42. Donc quand on rentre les roues d'un Écureuil, si on rentrait les trains d'atterrissage d'un Écureuil, ça ne ferait pas un gros gain de vitesse. Le poids est un vrai problème, et le prix aussi, parce que le train d'atterrissage, c'est une tâche très très ingrate, le train d'atterrissage d'hélicoptère. On en vend pas mal en pièces détachées. Parce que on se pose en hélicoptère là où on ne veut pas se poser en avion, en gros. Et puis on apprend à se poser plus ou moins brutalement. Donc on consomme, on use. Mais la stabilité est un vrai problème aussi. Enfin, il y a beaucoup de raisons. Le seul cas, il y a aussi un cas assez connu, c'est le sauvetage en montagne, où ils font des appuis 3 points, des appuis 1 point, je veux dire. Donc où le patin du coin sert à ça. Et avec des roues, c'est quand même beaucoup moins facile. Pourtant, il y a des images, il y a des belles images d'Alouette 3 en train de faire des appuis magnifiques. Oui, hein. ce sont des images d'archives, ça. Ah ouais, des images. Oui. Mais non, mais bon, tout cet ensemble fait que c'est un problème. La stabilité, si on voulait mettre un train ou sur un cabri, j'ai fait le projet, le plus gros problème c'est la stabilité. On ne se rend pas compte qu'un train tricycle est absolument instable, et quand l'Alouette a dû mettre pour la marine un train à roues, il y a fort longtemps, c'était je crois pour le rentrer dans le hangar, pour pouvoir le rouler dans le hangar facilement, juste après l'appontage. Ils ont fait un train à 4 roues. C'était les Alouettes 2. Hein. Oui. Et il l'appelait le caddie, d'ailleurs, parce que ça ressemble à un caddie. Oui, c'est De supermarché, ouais. C'est beaucoup plus lourd. Bon, alors tu en es où, toi, dans ton développement là? Parce que donc là, on est avec Michelin qui vient de lancer une nouvelle génération de pneus. Toi, est-ce que tu lances une nouvelle génération de cabris? Alors, on lance une nouvelle génération de cabris, mais disons, on le lance depuis tellement longtemps dans notre tête et dans la tête de nos clients que pour moi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien de nouveau. Tous nos clients, depuis 10 ans, nous demandent quand est-ce que vous faites le grand frère. Tous, même en général, avant de devenir nos clients, c'est la première question qu'ils nous posent. Il y en a que ça refuse, que ça repousse d'ailleurs, et qui disent vous nous rappelez quand vous aurez le quadriplace. Donc nous, on s'est rapproché de ça. Ça fait donc 10 ans que malgré nous, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que de rêver et d'écouter ce que veulent nos clients. Maintenant, on a vraiment passé une étape, on a fini d'entendre ce que veulent nos clients, on le sait, ils veulent tous un nouvel hélico. C'était une nouvelle étape aussi, au fait que la production du biplace est quand même à maturité maintenant. C'est pas si facile que ça. Et puis, en aucun cas, je voudrais laisser tomber le biplace pour favoriser le développement d'un quadriplace, ça serait suicidaire. Ça serait contre-productif parce qu'il y a un effet de complémentarité, de gamme. Il y a aussi un effet énorme de réputation. Les centaines de gens qui me demandent quand est-ce que vous faites un quadriplace, on veut l'acheter. Il n'y en a pas un qui l'achètera si
si on n'a pas une bonne réputation avec le biplace. Et ça, je dirais, il n'y a presque que moi qui me rends compte de ça, mais c'est très pesant. Tous, ils veulent acheter, mais moi, j'ai des bonnes idées sur ce qu'il faudrait que Ferrari fasse comme nouvelle voiture. Mais j'achète des Peugeot, parce que je suis encore content de Peugeot. Donc, les gens qui me disent, il faut que vous fassiez ça, ça m'émeut pas beaucoup. Ça me motive, mais ça me motive pas, en tout cas, à arrêter d'améliorer le biplace, à le vendre de mieux en mieux et à le fiabiliser. Donc, maintenant, on est au point où on a beaucoup de clients qui sont confiants, qui sont fiables. On a aussi les idées claires sur ce qu'on veut faire. C'est pour ça que je ne vous le dirai pas. Et donc, on a lancé le développement. Merci d'être venu. On a lancé le développement. Et donc, je peux vous dire qu'on a déjà dépensé 2,5 millions, ce qui est des grosses sommes pour nous. Mais c'est du long terme. À ce prix-là, je n'ai pas des belles hôtesses et des belles maquettes à exposer au Salon du Bourget. De loin de là. Et le gouvernement t'a donné combien là dernièrement? Alors, le gouvernement ne nous a rien donné. Il nous a promis, Ah bah alors. Il nous a promis, mais il nous a inscrit dans le plan décarbonation. Bon, c'est une question vicieuse. Oui. Il veut me faire sortir de... Non. Il te connaît un peu. Ça fait longtemps que le gouvernement veut nous aider, ça fait longtemps qu'il nous aide. Depuis le début, enfin, il nous aide. On est quand même le premier aéronef d'aviation générale à être certifié sans que le gouvernement n'en ait acheté un seul. Aucun autre, vous trouverez ni les Cap 10, DR 400, TBM, etc. Nous, on a certifié le cabri, on en a vendu 100 avant que le gouvernement nous donne 1 euro, avant que l'armée, l'aviation civile... juste au début, l'aviation civile nous a aidés. Maintenant, l'aviation civile et le gouvernement veulent nous aider, ils nous reconnaissent. On a de très bonnes relations avec eux, mais est arrivé le Covid et ils nous ont dit il faudrait montrer ce que vous faites pour la décarbonation. Donc nous, le message est bien reçu. Donc on s'est inscrit sur la décarbonation il y a 3 ans ou 2 ans et on a récemment eu la notification par Elisabeth Borne elle-même d'une subvention en partie remboursable, pour développer notre nouvel hélicoptère en mettant en valeur tout ce qu'il a de décarbonation ou au moins de progrès technologiques. Les hélicoptères, c'est une affaire d'énergie depuis toujours. Depuis le premier jour, c'est une affaire d'énergie. La décarbonation, c'est une affaire d'énergie. Et donc, les hélicoptères cherchent à économiser l'énergie de partout. Ils cherchent à réduire la masse de partout. Et tout ce qu'on fait dans ce sens-là va dans le sens de la décarbonation. Il y a longtemps que j'ai fait les avant-projets d'hélicoptères électriques. Il y a longtemps que j'ai conclu, comme tous les autres sérieux, qu'un hélicoptère serait électrique le jour où toutes les voitures seront électriques, tous les tracteurs seront électriques, tous les camions seront électriques et tous les bateaux seront électriques, puisqu'il est clair pour tous les ingénieurs qui ont regardé ça que les hélicoptères seront électriques juste avant les avions de chasse. Il y a des gens très sérieux qui ont dit que le dernier litre de kérosène sera brûlé dans un chasseur. Ce n'est pas en ce moment qu'on peut dire que c'est idiot. Mais l'avant-dernier litre de kérosène sera brûlé dans un hélicoptère. Nous, on ne travaille pas sur l'hélicoptère électrique, mais on travaille sur les bienfaits des techniques nouvelles pour consommer encore moins sur les hélicoptères. Et dans le cas de notre hélicoptère futur, un des éléments clés, c'est qu'il pourra faire des missions qui sont dévolues à des appareils qui consomment 3 fois plus. Et là, on travaille beaucoup plus sur les capacités opérationnelles, le multirôle et on dit en anglais, la versatility. Polyvalence. La polyvalence, merci. En provençal. Voilà, en provençal. Et c'est là-dessus qu'on est éligible. On est aussi éligible à la décarbonation par le SAF, mais ça c'est quelque chose qui me fait beaucoup plus mal parce que depuis la guerre d'Algérie, on sait qu'un hélicoptère peut tourner à l'huile d'olive. Moi, ça m'a été appris quand je suis arrivé dans le milieu. Donc, de dire que les hélicoptères vont décarboner parce qu'ils vont tourner au SAF, moi ça me fait mal, donc j'y arrive pas. Mais le fait est que nos hélicoptères peuvent tourner au SAF aujourd'hui et ils le pourront demain. Mais c'est pas pour ça que je vais demander de l'aide au gouvernement, parce que du SAF, il n'y en aura pas pour nous. David, face à des entreprises qui innovent, et puis là, donc aujourd'hui, on est sur un salon où les entreprises ont beaucoup de projets. Tout à l'heure, on était avec l'EcoPulse, par exemple, là, juste le plateau d'avant. Le rôle de Zach là-dedans, c'est quoi? C'est d'accompagner, c'est d'orienter, parce que souvent, notamment avec l'aviation électrique, par exemple, on explore des nouveaux domaines. Donc la réglementation, elle se construit en même temps, non? Alors la réglementation se construit en même temps qu'en fait les innovations des industriels. La réglementation essaie de s'adapter au mieux des besoins des industriels. Alors on sait que la réglementation est assez complexe, qu'elle est assez dense, et OSAC se veut vraiment, comme j'ai pu le dire, comme un acteur du projet, et donc d'être auprès des organismes français
pour les accompagner et faire en sorte que leur innovation et que leur projet aille jusqu'au bout. Et c'est vraiment la position d'Osac d'avoir cette part intégrante au projet et pas d'être juste partie de l'autorité et d'avoir juste le côté sanction. C'est vraiment d'accompagner les organismes, d'accompagner les usagers français dans la réalisation de leurs projets. Donc ça veut dire quoi, accompagner concrètement? Alors pour accompagner, alors déjà Osac s'affaire à faire différents guides et procédures sur son site internet afin de donner des clés et des outils pour que les organismes puissent être en partie conformes au règlement. Et après le travail de nos inspecteurs sur le terrain, ils passent quand même relativement beaucoup de temps avec les usagers à apporter un soutien lorsqu'ils ont des questions sur tel ou tel sujet, sur des précisions réglementaires. Osac s'attache aussi à faire des symposiums sur différents sujets pour avoir le retour des usagers, pour voir comment on aurait pu faire peut-être mieux pour les accompagner. Dans les sujets importants, on fait aussi des groupes de travail où on implique différents industriels afin d'avoir leur avis, de travailler vraiment avec eux. Quand il y a un nouveau règlement qui apporte des nouveautés réglementaires importantes, et on essaie d'inclure au mieux, de prendre contact avec les acteurs pour justement intégrer des réglementations de la meilleure manière en pensant à l'aspect terrain et comment tout cela va être appréhendé par les organismes français. Et ça fonctionne? Là, je me tourne vers les deux. Je dirais ça fonctionne puisqu'on donne pas mal d'argent à l'OSAC, donc ça doit marcher. Non, il n'y a aucune rancœur là-dedans. Mais je dirais en complément quand même que vous êtes un peu modeste sur votre rôle. Déjà à l'OSAC, pour nous, on les voit plusieurs fois par semaine. On les voit plusieurs fois par semaine. On ne peut pas sortir un hélico sans que l'OSAC nous signe son dossier, puisque nous, on signe la forme 52 en tant qu'organisme agréé certifié. Ouais. On signe la forme 52 qui est la carte grise de l'hélicoptère. Mais si l'OSAC ne vient pas valider la forme 52 après qu'on l'ait signée, la machine ne peut même pas partir. Donc ils sont là des fois le lundi matin à 7h parce que le container arrive à 8h et que le client a bien l'intention que la machine parte parce qu'elle est payée. Donc l'OSAC vient là nous le signer. Donc ils ont un rôle, je dirais, sans méchanceté comme de gendarmes. Puisqu'ils viennent vérifier qu'on a fait notre boulot. Voilà. On les paye pour ça. Les gendarmes aussi, on les paye, mais moins directement. Donc ils ont un rôle aussi de faire un audit chez nous, c'est-à-dire c'est un rôle que, quand je vais être méchant, j'appelle le rôle de la belle-mère, bien que ce ne soit pas du tout le cas de ma belle-mère à moi, mais c'est que quand elle vient, on fait le ménage, on met un peu la poussière sous le tapis, et c'est bon. C'est l'occasion de ranger la maison. Donc l'OSAC vient toutes les semaines pratiquement faire un audit. Maintenant, vous saurez que quand vous y allez, ils mettent la poussière sous le tapis. Quoi. Au moins, les choses sont claires. Mais au moins, c'est un endroit où elle n'est pas si mal, la poussière. Ouais. Et puis, ils nous disent aussi quoi en faire quand elle est trop apparente. Mais donc, c'est quand même, quelque part, sans méchanceté, le gendarme dans la maison. Quoi. Eric, vous les voyez aussi souvent? Oui, encore une fois, on est en relation régulière avec l'OSAC dans le cadre des processus de certification, dans le cadre des audits. Et effectivement, vous savez tous, le monde aéronautique, c'est un monde où la sécurité est la priorité numéro 1. Et donc, effectivement, l'OSAC est un partenaire pour ça et nous aide à effectivement pouvoir démontrer que tous nos produits sont sûrs, ce qui est le cas. Donc oui, c'est vraiment cet esprit de partenaire avec l'OSAC. Voilà. Et dans les autres domaines, dans l'automobile, dans le transport routier, est-ce qu'il y a l'équivalent de l'OSAC? Il y a l'équivalent, de toute façon tous les domaines aujourd'hui sont réglementés. Ouais. Et effectivement, pour mettre un pneu sur le marché, que ce soit un pneu de voiture, un pneu de poids lourd, il y a des règlements à satisfaire. Le monde aéronautique est peut-être un peu plus encadré que les autres et on comprend pourquoi, encore une fois, pour des questions de sécurité. Et on est tous contents quand on est assis dans un avion de savoir que derrière, effectivement, il y a des personnes comme David qui veillent à la sécurité de tout le monde à travers tout un processus. Oui. Avant de passer aux questions du chat, là, parce qu'on a quelques-unes intéressantes, les questions du chat sont toujours intéressantes, mais là il y en a deux, trois qui le sont plus que d'autres. Ouais. Le pneu est certifié ou le nouveau pneu que vous avez présenté ce matin? Celui dont on a parlé, oui, d'un point de vue réglementaire, il est certifié. Encore une fois, après il y a la certification de l'avionneur qui est à venir. D'accord, ok. Ouais. Processus en cours avec l'avionneur. Oui. D'accord, ok. Pas de pneus qui ne crèvent pas, ils sont déployés sur les voitures, me semble-t-il. Donc des pneus avions qui ne crèvent pas. Alors des pneus qui ne crèvent pas, effectivement, on en entend quelquefois parler sur un certain nombre d'applications. Moi je voudrais revenir à ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'application aéronautique, c'est des charges très très importantes, des vitesses très élevées, des pressions de gonflage aussi très importantes.
Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'y a pas de technologie qui permettrait de faire un pneu airless ou des choses comme ça, typiquement sur le domaine de l'avion. Voilà. J'imagine que les pneus dont votre auditeur parle sont les pneus airless, Voilà, c'est ça, ouais. soit le Twill bien sûr que nous avons sur certaines applications, les pneus solides aussi qui existent dans les applications. C'est le logistiques, Rafale. c'est le Rafale. Dans les applications logistiques, donc des technologies qui existent, pas encore sur le domaine que nous couvrons dans le domaine de l'aviation. Une question pour Bruno, je te la laisse lire. Oui, on prend laquelle Parce qu'il y a 2 questions pour Bruno. Eh ben, tu peux poser les deux. Alors on va commencer. par la première parce que la deuxième risque de nous emmener loin. Alors Guimbal Hélicoptère est numéro 1 des fabricants d'hélicoptères depuis plusieurs années concernant la qualité de leurs produits et de leurs services après-vente. Comment fais-tu, Bruno, par rapport aux plus grands fabricants? Mais enfin, tu es dans les plus grands fabricants, donc la question n'a aucun sens. On est très fiers et on jouit aussi de l'envie de nos confrères. On est effectivement numéro 1 de l'enquête d'appréciation par les clients du magazine international Vertical. Et c'est une enquête qui est faite auprès des utilisateurs d'hélicoptères. On a à la fois un bon taux de réponse et les meilleures appréciations. Alors d'abord, je ne vais pas commencer par me vanter. Notre rôle est assez différent de celui des constructeurs historiques par le fait qu'on est depuis le début. Chez nous, les débuts, c'est les 20 premières années, comme dirait Coluche. Hein. On est depuis le début un challenger, c'est-à-dire que tous nos clients, on les a gagnés un par un et on les a tous gagnés sur la compétition. Donc ça, c'est presque gratuit, on ne peut pas s'en vanter. On les connaît bien et je peux dire que je peux connaître la situation familiale de 3/4 de nos clients et je connais le prénom du premier collaborateur, de la moitié de nos clients et ce n'est pas moi qui les connais le mieux. Donc on a 300 clients dans 35 pays, mais effectivement, on les connaît tous, même ceux où on n'est jamais allé dans le pays. Donc d'être près d'un client, c'est pas, je vais apprendre ça à personne, hein. D'être proche, c'est quand même la meilleure façon d'en être bien vu. Vous confirmez? Je pense. Hein. Vous connaissez le prénom de tous vos clients? Alors, nos clients, si on prend au niveau du groupe, sont nombreux. La meilleure façon de s'aliéner un client, c'est de ne pas lui répondre. Hein, quand pour nous, c'est important, la customer centricity, d'être proche de notre client, de comprendre son besoin, en quoi nous pouvons répondre à son besoin, c'est essentiel. C'est d'ailleurs vraiment quelque chose d'important dans l'ensemble de nos processus internes, d'avoir le client avec nous depuis le début et on part du besoin du client. C'est une chose fondamentale. Vous avez été partenaire de Dassault sur les précédents Falcon? Oui. Oui, toujours vous avez. Oui. D'accord. On a un partenariat historique avec la société Dassault, effectivement. Ouais. Et qui est aussi un client de du moins, vous êtes client de Dassault? Utilisateur, tu veux dire, des avions Dassault? Oui, Michelin possède des Falcon. Alors Michelin a une petite flotte effectivement qui sert au transport des employés quand on est sur des sites qui sont très difficiles d'accès en fait par les voies classiques. C'est ça, ouais. Voilà. D'accord. On va s'arrêter maintenant. On vous remercie tous d'être venus là cet après-midi, d'avoir pris un petit moment pour nous rencontrer. On souhaite bonne chance à ce nouveau pneu et puis merci. Surtout on vous félicite encore une fois pour votre nomination. Merci Ça beaucoup. nous fait plaisir d'avoir reçu la nouvelle directrice de la division avion et c'est votre premier plateau sur Twitch depuis que vous êtes un, d'accord? Tout à fait. Voilà. J'en suis ravie. Merci pour l'invitation. Voilà. Merci à tous.